Tu t'es déjà demandé qui a vraiment le droit de te faire pleurer en disant que c'est pour ton bien? Peut-être un chef, un parent, une personne que tu admires, ou même un coach qui parle doucement dans une vidéo. La vraie question, c'est simple, après tes larmes, qui devient plus fort, toi ou la personne qui tient le micro? Si tu restes jusqu'au bout de cette histoire, tu verras peut-être tes propres larmes autrement. Et tu reconnaîtras plus vite les gens qui s'en servent comme d'un outil de pouvoir. On va commencer au milieu du spectacle, là où tout a déjà dérapé, mais où tout le monde pense encore que c'est de la guérison. Il y a une grande salle, quelque part dans une grande ville, sans nom et sans visage. Les lumières sont douces, la musique est lente, les chaises sont rangées en cercle bien propre. Au centre du cercle, un homme d'âge mûr se tient debout, costume parfait, micro discret sur l'oreille, sourire de calme absolu. Cet homme, c'est Gabriel, le gourou moderne du développement personnel, le genre de figure que les gens appellent guide, mentor, presque père spirituel. Juste en face de lui, à genoux, un homme plus âgé pleure à grosses sanglots, le visage rouge, les épaules secouées. Une caméra filme son visage de très près, chaque larme brille sous les projecteurs. Emilio serre ses mains et regarde Gabriel comme si sa vie dépendait de sa prochaine phrase. Pleure, laisse sortir tout ce qui t'écrase. Ici, ta douleur n'est pas une honte. Quand Gabriel parle, la salle retient son souffle, on dirait que chaque silence pèse plus que les mots. Les gens assis autour du cercle commencent à pleurer eux aussi, certains murmurent des mots d'encouragement, d'autres se couvrent le visage. On voit des mouchoirs froissés, des yeux rouges, des mains qui se tendent, des têtes qui hochent doucement. Tout semble très beau, très humain, très intense, presque sacré. Mais si tu recules un peu la caméra, tu vois autre chose. Dans un coin de la salle, une jeune femme tient une autre caméra, elle ne pleure pas, elle observe, elle s'appelle Lina. Lina zoome sur le Emilio, suit la main de Gabriel, surveille la mise au point, elle fait son travail. Pourtant, dans sa poitrine, quelque chose serre un peu, comme une petite alarme qu'elle essaie d'ignorer. Elle se répète qu'elle filme la guérison, qu'elle filme des gens qui se libèrent, qu'elle participe à quelque chose de beau. Mais plus les larmes coulent, plus elle se demande qui gagne vraiment quelque chose dans cette salle. Tu vois, Emilio, regarde autour de toi, personne ne se moque, tout le monde t'accepte. L'homme relève un peu la tête et hoche faiblement, la salle éclate en applaudissements, certains se lèvent, d'autres crient bravo. La scène est parfaite, c'est fait pour être partagé, liké, commenté, c'est une image qui donnera envie à d'autres personnes de venir pleurer ici à leur tour. Et c'est exactement ce que Lina va monter en vidéo plus tard. Pour comprendre comment elle en est arrivée là, il faut remonter un peu en arrière, avant la grande salle, avant les caméras, avant les applaudissements. Il n'y a pas si longtemps, Lina vivait dans un petit appartement avec un boulot de stagiaire dans une agence, des horaires trop longs et un salaire trop court. Elle était cette personne qu'on appelle trop sensible, celle qui pleure en cachette aux toilettes après un entretien, celle qui ne sait plus si c'est elle le problème. Sa famille lui répétait qu'elle devait se durcir, qu'elle devait arrêter de tout prendre à cœur. Dans la vie, il faut être forte, le monde ne va pas changer pour toi. Un soir, après une journée de boulot où elle s'était fait reprendre devant tout le monde, Lina fait ce que font beaucoup de gens, elle scrolle sur son téléphone. Elle tombe sur une vidéo de Gabriel, assis dans un fauteuil, voix douce, regard bienveillant, décor simple et rassurant. Ici, tes larmes sont respectées, ta vulnérabilité est une force, tu n'as pas à te cacher. Lina se sent vue, sans même avoir parlé, cette phrase touche exactement l'endroit où ça fait mal. Elle enchaîne une deuxième vidéo, puis une troisième, puis encore une autre, à chaque fois elle a l'impression qu'il parle directement d'elle. Quelques jours plus tard, elle voit une annonce de stage pour rejoindre la fondation de Gabriel, une structure qui promet d'aider les gens à se reconstruire. Elle n'hésite presque pas, elle envoie un mail, un CV, une lettre tirée de son cœur, elle explique qu'elle veut participer à quelque chose qui a du sens. La réponse est rapide, on la félicite, on lui propose un entretien, on lui parle de famille et de mission de communauté.
Quand elle franchit la porte de la fondation pour la première fois, elle a l'impression d'entrer dans un endroit à part, loin du bruit du monde. L'accueil est chaleureux, tout le monde sourit, on l'appelle par son prénom dès le début, on lui offre un café, on lui dit qu'ici, on prend soin des gens. Ici, on n'est pas une entreprise classique, on est une famille, tu verras. Celui qui parle, c'est Milo, le responsable communication, jeune, énergique, toujours une blague en réserve. Il lui fait visiter les bureaux, les studios, les coulisses et cette grande salle avec le cercle de chaises. C'est là que la magie se passe, c'est là que les gens se brisent et renaissent. Le mot briser la fait tiquer une seconde, mais elle se dit que c'est une image, que c'est une façon de parler. Elle pense surtout qu'elle a enfin trouvé un endroit où la sensibilité n'est pas une faute, mais une qualité. On lui explique qu'elle va filmer les séminaires, les cercles de parole, les témoignages, qu'elle va participer au récit de transformation des participants. Son premier jour de séminaire arrive vite, la salle est pleine, les fauteuils sont alignés, des gens de tous âges regardent la scène avec des yeux pleins d'espoir. Lina installe sa caméra, vérifie le son, ajuste la lumière, son cœur bat vite, elle a l'impression d'assister à quelque chose d'important. Gabriel entre dans la salle sous des applaudissements, mais il lève la main pour demander le silence. Il ne joue pas la star, il joue le guide humble. Je ne suis pas ici au-dessus de vous. Je suis ici avec vous. Je suis passé par les mêmes tempêtes. La salle se calme, certains ont déjà les yeux brillants, comme si rien que ces mots suffisaient à les toucher. La première personne à parler est une femme d'une quarantaine d'années, elle s'avance au centre du cercle, les mains tremblantes. Je me sens vide. Je n'arrive plus à pleurer, je ne ressens plus rien. Gabriel s'approche d'elle, pose doucement une main sur son épaule, le silence se fait encore plus dense. Tu as le droit de ressentir, tu as le droit de craquer. Ici personne ne te jugera. À ces mots, les larmes montent, d'abord une, puis deux, puis un torrent. La femme sanglote sans pouvoir s'arrêter. Lina filme tout, elle sent ses propres yeux picoter, la scène est forte, brute, presque trop intime. Quand la séance se termine, une musique douce démarre, les gens se prennent dans les bras, on parle de libération, de renaissance. Lina se dit que c'est beau, que oui, la douleur peut être transformée quand elle est accompagnée. Plus tard, dans la salle de montage, l'ambiance est très différente, plus froide, plus technique. Les écrans montrent les visages en larmes, sous différents angles, les curseurs avancent sur la ligne du temps. Regarde, on coupe ici, là où elle respire trop longtemps, on garde ce moment, là, parce que son visage est parfait. Lina fronce un peu les sourcils. Elle ne sait pas si le mot parfait lui plaît dans ce contexte, mais elle ne dit rien. Les gens se reconnaissent dans les larmes, mais pas dans les moments où il ne se passe rien, alors on enlève le vide. Milo lui explique comment une larme bien placée retient plus l'attention qu'un long discours, comment le moment où le participant regarde Gabriel avec gratitude est crucial. Ça marche toujours. Quand la personne pleure et qu'elle dit merci à haute voix, on le met près du début. Il parle de taux de visionnage, de partage, de commentaires, de courbes de rétention, comme s'il parlait d'une recette de cuisine. Lina rit un peu, par réflexe. Elle se dit qu'il exagère, qu'au fond, le cœur du travail reste sincère. Elle se raconte que ce n'est qu'une mise en forme, que le fond reste la guérison. Les jours passent, les séminaires se succèdent, les vidéos aussi, et les larmes deviennent presque un décor habituel pour Lina. Elle voit des hommes solides craquer, des femmes rigides fondre, des jeunes adultes confesser des secrets qu'ils n'ont jamais dits à personne. À chaque fois, Gabriel est là, calme, posé, voix basse, gestes lents, il semble toujours en contrôle. La Fondation parle de vérité radicale, de courage émotionnel, de transformation totale. Pendant ce temps, dehors, la même mécanique existe dans d'autres lieux, mais sans lumière, sans caméra, sans storyline. Il y a ce manager qui humilie son équipe, qui fait pleurer une employée, puis qui dit qu'ils sont une famille. Il y a ce parent qui crie sur son enfant, le fait éclater en sanglots, puis le serre fort en disant que c'est par amour. Et il y a ce partenaire qui blesse, promet, fait couler encore des larmes, puis pleure à son tour pour éviter de regarder réellement ce qu'il fait. Ce que Gabriel met en scène ici, beaucoup de gens le vivent dans leur salon, leur bureau,
leur chambre, juste sans micro et sans montage. La différence, c'est que dans la fondation, la douleur devient un produit, un contenu, une preuve de la force de Gabriel. Les larmes montrent que sa méthode marche, que son autorité est légitime. Et plus les vidéos de larmes circulent, plus de gens viennent chercher la même chose. Un soir, un séminaire spécial est annoncé, réservé à ceux qui ont déjà fait plusieurs stages, on l'appelle session avancée. Lina est excitée et inquiète, on lui a dit que c'était intense, que c'était là que les vrais blocages se brisaient. Cette fois, il n'y a pas d'énormes dispositifs vidéo, juste quelques caméras discrètes, et surtout, beaucoup de consignes de confidentialité. La salle est plus petite, les chaises plus proches, les regards plus lourds. Ce soir, nous allons faire un travail que peu de gens osent faire. Nous allons enlever les masques entre vous. L'exercice consiste à dire à la personne en face tout ce qu'on pense d'elle, sans filtre, en prétendant que c'est pour l'aider à se libérer. Au début, les critiques sont timides, puis enfin viennent les phrases qui coupent vraiment. Tu joues toujours la victime, tu fatigues tout le monde. Tu es faible, tu ne changes jamais rien dans ta vie. Les larmes coulant à nouveau, mais elles n'ont plus la même couleur, ce n'est plus un soulagement, c'est une agression déguisée en vérité. Une participante, Noah, reste figée sur sa chaise, ses mains tremblent, ses yeux se perdent, elle ne suit plus ce qui se dit. Quand vient son tour, les remarques s'abattent sur elle, comme des coups invisibles. Tu es lourde, tu bloques tout le groupe avec tes hésitations. Tu veux l'attention, pas la guérison. Noah se met à respirer très vite, puis plus du tout, ses lèvres tremblent, mais aucun son ne sort. Lina, derrière sa caméra, sent que quelque chose va trop loin, au-delà du supportable. 2 membres de l'équipe emmènent Noah dans une autre pièce, on la sort du cercle en vitesse, on dit que c'est juste un moment difficile. Ça arrive, quand l'ego résiste, ça peut être violent, mais après, elle sera plus libre. Milo dit cela avec un ton neutre, presque blasé, comme s'il parlait d'un effet secondaire normal. Mais Lina en tête le regard de Noah, vide, absent, et pour la première fois, l'idée de libération ne colle plus à ce qu'elle a vu. Plus tard, Milo explique qu'on ne gardera pas ces images, que ce n'est pas ce que les gens veulent voir. Personne ne clique sur une personne silencieuse qui regarde le sol, les gens veulent des larmes qui parlent, pas des larmes qui se sont éteintes. Cette phrase reste accrochée dans l'esprit de Lina comme une écharde. Elle commence à se demander combien de souffrance est montrée et combien est cachée. Les jours qui suivent, Noah disparaît du discours officiel, on dit simplement qu'elle a choisi de prendre du recul pour elle. Personne ne pose trop de questions, ou alors on les calme vite en parlant de processus profonds. Lina sent une fissure en elle, une petite brèche dans la confiance qu'elle avait donnée à Gabriel. Un soir, seule chez elle, elle reçoit un message anonyme, un simple lien vers un blog, sans commentaire. Elle hésite, elle se dit que ce n'est peut-être rien, ou que c'est forcément un site de gens aigris. Sa curiosité est plus forte, elle clique quand même. Le blog est tenu par d'anciens membres de la fondation, certains décrivent des expériences qui ressemblent étrangement à ce qu'elle voit chaque jour. Ils parlent de pression émotionnelle, de honte, de culpabilité si on ne se livre pas assez, de peur d'être rejeté du groupe. Ils décrivent aussi la sensation d'être vidé, puis filmé, puis laissé de côté. Lina lit, se défend, se dit qu'ils exagèrent, qu'ils n'ont pas compris le sens du travail. Puis elle tombe sur un passage qui parle d'un exercice de vérité radicale, très proche de celui de Noah. Là, sa défense intérieure commence à se fissurer sérieusement. Tu connais sûrement ce moment où tu lis quelque chose sur une personne que tu admires, tu te dis que c'est trop, que ce n'est pas possible, puis tu continues quand même et tu sens quelque chose changer en toi. C'est exactement ce qui arrive à Lina, elle lit, ferme l'onglet, le rouvre, lit encore, tourne en rond dans son salon. Pendant ce temps, sur les vidéos officielles de Gabriel, quelques commentaires commencent à apparaître sous la surface de louanges. Des gens demandent pourquoi tous les témoignages se ressemblent, pourquoi tout le monde pleure presque de la même façon. D'autres racontent des expériences moins glorieuses, moins propres, moins vendables.
La fondation efface certains commentaires, répond poliment à d'autres, essaie de garder la façade intacte. Puis arrive le moment qui va tout faire basculer. Un matin, Milo arrive au bureau avec la tête fermée, les yeux sur son téléphone. On a un problème, un gros. Une vidéo tourne sur le net et ce n'est pas la nôtre. Quelqu'un a récupéré des extraits bruts de coulisses, des moments qui n'étaient pas destinés à être montrés. La vidéo pirate montre Gabriel entre deux séances, fatigué, agacé, parlant des participants comme de dossiers à traiter. Lui, il faudrait qu'il pleure un peu plus, ça prendrait mieux pour le prochain stage. Une autre scène le montre en train de dire que certains témoignages sont inutiles parce qu'ils ne sont pas assez spectaculaires. La vidéo se propage vite, les gens la partagent, la commentent, la décortiquent. Les réactions sont violentes, certains fans refusent de croire que c'est lui, d'autres se sentent trahis et humiliés. Des anciens participants racontent qu'ils avaient déjà ressenti quelque chose de faux, mais qui n'avaient pas osé s'écouter. La Fondation publie un communiqué parle de montage malveillant, de manipulation, de décontextualisation. Gabriel décide de prendre la parole, lui-même dans un grand direct, annoncé comme une mise au point sincère. Lina regarde le compte à rebours, elle connaît déjà tous les codes de ce genre de prise de parole, elle sait comment on prépare une confession publique. Je suis bouleversé par tout ce qui se passe, je suis humain, j'ai fait des erreurs, je reconnais que certaines paroles ont dépassé ma pensée. Ses yeux brillent, sa voix tremble juste ce qu'il faut, il parle de son passé, de ses blessures, de son chemin compliqué. J'ai consacré ma vie à aider les autres, et l'idée de leur avoir fait du mal me détruit. Beaucoup de gens pleurent en l'écoutant, encore, mais cette fois ce sont des larmes de confusion et de déception mélangées. Lina regarde ce direct avec un nœud dans la gorge, elle sent en elle deux forces opposées se battre. D'un côté, l'image de l'homme qui l'a touchée avec ses vidéos, qui lui a donné l'impression d'être enfin accepté. De l'autre, le regard vide de Noah, la vidéo pirate, les témoignages des anciens, et cette phrase sur les larmes utiles. Elle se rend compte qu'elle n'est pas seulement en train de juger Gabriel, elle doit aussi se juger elle-même et son rôle dans cette machine. Elle a filmé, monté, diffusé des larmes, elle a participé à l'aura de ce pouvoir. C'est là son vrai moment de vérité, son propre examen intérieur. Pendant que Gabriel continue de parler, promet des changements, annonce des audits internes, demande la compassion, Lina fait quelque chose de très simple. Elle ferme la fenêtre du direct, elle coupe le son, elle se déconnecte. Ce geste a l'air banal, mais pour elle, c'est un point de non-retour. Dans les jours qui suivent, elle remet sa démission, elle rend son badge, elle supprime ses accès professionnels. On essaie de la retenir, on lui dit qu'elle est précieuse, qu'ils ont besoin de gens comme elle pour faire évoluer le système. Tu sais, on peut s'améliorer, on peut corriger, ce serait dommage de partir maintenant. Mais Lina a compris que son problème n'est pas seulement la méthode, c'est la structure même, cette façon de faire des larmes une preuve d'autorité. Elle ne lance pas une croisade publique, elle ne publie pas de longs manifestes, elle ne se transforme pas en justicière héroïque. Elle choisit un chemin plus discret, plus lent, mais plus libre pour elle. Après un temps de vide, où elle ne sait plus quoi faire de tout ce qu'elle a vu, Lina commence à écrire. Elle ouvre une chaîne anonyme sans montrer son visage, où elle raconte des histoires. Elle parle de chefs qui utilisent les larmes comme outil de gestion, de parents qui confondent amour et contrôle, de coachs qui monétisent la vulnérabilité. Son ton est simple, direct, parfois moqueur, comme si elle racontait des potins à un ami de longue date. Elle ne donne pas de nom, elle ne pointe pas des personnes précises, elle décrit des mécanismes. Les vidéos attirent d'abord quelques curieux, puis de plus en plus de monde. Certains commentaires disent qu'ils se reconnaissent, qu'ils ont vécu ces situations dans leur famille, dans leur couple, au travail. D'autres avouent qu'ils ont été de l'autre côté, qu'ils ont utilisé les larmes de quelqu'un pour renforcer leur position, parfois sans même s'en rendre compte. Lina ne cherche pas à dire aux gens quoi faire, elle leur donne surtout des questions simples à garder en tête. Elle demande, par exemple, après une dispute, après une scène émotive qui ressort un peu plus fort et qui ressort un peu plus vide. Elle explique que la douleur partagée peut libérer, mais qu'elle peut aussi enfermer,
si elle sert à cimenter le trône de quelqu'un. L'histoire que tu viens d'entendre ressemble beaucoup à une de ces vidéos-là. À première vue, c'est un récit de scandale, de larmes, d'autorité qui tombe de son piédestal. En dessous, c'est aussi une question posée à chacun, toi compris. Parce que tu ne peux pas empêcher certaines personnes de te faire pleurer un jour. La vie est comme ça, les liens sont comme ça. Mais tu peux décider ce que tu fais de ces larmes et à qui elles profitent. Tu peux te demander si elles construisent quelque chose en toi ou si elles servent surtout à nourrir l'image de quelqu'un d'autre. Il y a une grande différence entre une autorité qui t'accompagne pendant que tu pleures et une autorité qui a besoin que tu pleures pour rester au centre de la scène. Dans un cas, tu deviens plus libre, dans l'autre, tu deviens plus dépendant. Au fond, la question qui reste, elle tient en une phrase très simple. Quand tu pleures devant quelqu'un, après coup, qui grandit vraiment, toi ou ton autorité préférée. Si cette histoire t'a parlé, si tu t'y es reconnu, même un peu, merci d'être resté jusqu'au bout avec moi. Ta présence jusqu'à la fin compte beaucoup pour la vie de cette chaîne. Si tu as aimé ce moment passé ensemble, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça aide vraiment la vidéo à voyager plus loin. Tu peux aussi t'abonner à Or et Épine pour ne pas rater les prochains récits, on a encore beaucoup d'histoires humaines à explorer. Dis-moi en commentaire ce que cette histoire t'a rappelé dans ta propre vie ou les questions qu'elle t'a laissées. Si tu veux soutenir la chaîne plus directement, tu peux faire un don en scannant le code COEUR en bas à droite de la vidéo ou en passant par le lien dans la description. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres séries très différentes avec d'autres types d'histoires que tu pourras découvrir à ton rythme. Merci encore pour ton temps et pour ton attention, c'est précieux. On se retrouve dans la prochaine histoire et d'ici là, garde tes larmes pour les moments qui te rendent vraiment plus libre.